Allez, bonjour et bienvenue sur BKM Podcast. Bruno Kalubwende, très heureux de vous savoir nombreux en train de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais analyser l'ordonnance du président de la République qui convoque les consultations en vue de la formation du gouvernement de l'Union nationale. Je vais examiner ces concertations ou ces consultations au regard de la loi fondamentale du pays, qui est la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février, parce que c'est elle qui régit le fonctionnement du pouvoir politique en République démocratique du Congo. La première impression que j'ai, c'est que nulle part au travers de ce texte, il n'est fait mention d'un certain pouvoir du président de la République de convoquer des consultations ou des dialogues, etc. Parce que la Constitution du 18 février organise les institutions ainsi que leurs animateurs. Nous avons l'institution président de la République, nous avons le Parlement avec le Sénat et l'Assemblée nationale, nous avons les cours et tribunaux, mais nous avons aussi le gouvernement. Donc voilà les institutions de la République et chacune a ses missions. Donc, quand j'ai parcouru les articles, à partir des articles 79, 69 jusqu'à, je crois, 69 jusqu'au 99, qui sont des articles qui régissent l'institution président de la République, je ne vois nulle part un prétendu pouvoir de convoquer des consultations ou des concertations nationales. Donc, ma première lecture, c'est que ces cadres n'est pas constitutionnel, n'est pas prévu dans les textes écrits, mais certains peuvent justifier cela à partir de l'article 69 qui dispose que le président de la République est le chef de l'État, il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Et au dernier alinéa, le dernier point dit, il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités. Et donc, certains pourraient tirer le pouvoir qu'a le chef de l'État d'en appeler à ces consultations sur cet article. Ça ne me dérange pas trop, mais nous sommes en train de mener un combat pour établir au cœur de l'Afrique un état de droit. Je crois qu'il est essentiel que nous puissions essentiellement nous baser sur des interprétations logiques des dispositions de la Constitution. Donc, ma lecture, c'est que ces consultations ou ces concertations ne trouvent nullement leur place dans la Constitution. Notre Constitution organise le pouvoir et le gouvernement est responsable de la gestion au quotidien de la République. Le gouvernement, il est composé du Premier ministre et des ministres, des vice-ministres, des vice-premiers ministres, etc. Ce qu'on appelle le membre du gouvernement. Et ces concertations sont justifiées par le fait que la République démocratique du Congo fait l'objet d'une agression ou d'une guerre d'agression de la part des M23 qui sont soutenus par le Rwanda. Mais si nous nous restons uniquement dans la Constitution, parce que c'est la loi fondamentale de notre pays et que le président de la République est le président Félix est un président qui veut établir l'état de droit. Donc, au regard de notre droit positif, le Congo n'est pas en guerre. Parce que la guerre en République démocratique du Congo est régie notamment par l'article 86 de la Constitution, qui dispose, je vais les lire, le président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée
en Conseil des ministres, après avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat, conformément à l'article 143 de la présente Constitution. Donc, ne serait-ce que de la lecture de cet article, vous vous rendez compte que l'État du Congo n'est pas en guerre au regard de la Constitution qui est la loi fondamentale du pays. Parce que pour qu'il y ait guerre, selon notre Constitution, il faut que le président de la République puisse signer une ordonnance de déclaration de guerre. Depuis la résurgence du M23, depuis de nombreux massacres que ces mouvements ont commis sur les territoires du pays, on sait qu'il est soutenu par le Rwanda. Malgré tout cela, juridiquement, le Congo n'est pas en guerre. C'est cela la réalité. Donc nous ne sommes pas en guerre et ceux qui disent que ces consultations sont des mesures exceptionnelles qui sont prises parce que le Congo est en guerre, le Congo n'est pas en guerre au regard du droit constitutionnel actuel. Jusqu'à l'heure où je fais cette émission, le président Félix n'a pas signé une ordonnance de déclaration de guerre. Ce qui veut dire qu'au regard du droit interne, le Congo fait face à une insurrection. Alors, si nous voulons réfléchir dans des termes du droit positif congolais, nous faisons face à un mouvement rebelle. Des rebelles sont des gens qui ont choisi de ne pas respecter la loi. Point barre. Mais on peut discuter au regard du droit international parce qu'il y a guerre d'agression dans l'entendement de la Charte des Nations Unies et l'interprétation que la Cour internationale de la justice, la CIJ, la Cour internationale de justice, a faite dans l'affaire Nicaragua contre les États-Unis, qui est devenue une jurisprudence célèbre en matière de détermination des conflits internationaux. C'est là qu'on dit que dès lors qu'il y a un mouvement rebelle qui bénéficie du soutien d'une puissance étrangère, on peut considérer alors que cela est une guerre d'agression. Donc, au regard du droit positif congolais, ce n'est pas encore une agression parce que ce n'est pas encore une guerre officielle parce que le président de la République n'a pas signé d'ordonnance de déclaration de guerre. Mais en droit international, on peut justifier, on peut tirer des conclusions qu'il s'agit là d'une guerre d'agression parce que le M23 bénéficie d'un soutien du Rwanda. Donc, ça serait une violation de la souveraineté internationale, une violation de l'intégrité du territoire national, du moins en ce qui concerne l'entendement que moi j'ai du droit international, mais au regard du droit national, cela n'est pas encore le cas. Donc, il aurait fallu que le président de la République, qui veut instaurer un état de droit, puisse déclarer la guerre. Mais la guerre n'est pas encore déclarée, et pour des raisons politiques et militaires. Et dans cette analyse, j'exclus toute analyse politique et toute analyse militaire parce que je base mon interprétation d'aujourd'hui uniquement sur les textes de la Constitution. Donc, je disais premièrement que ces consultations ne trouvent aucune assise dans la Constitution et que des deux, il n'y a pas encore de guerre, du moins officiellement, au regard du droit congolais et en ce qui concerne l'article 86 de la Constitution. Et maintenant, puisqu'il n'y a pas de guerre, supposons que nous sommes dans une situation, effectivement, les M23 constituent une menace contre la sécurité et l'intégrité du territoire national. Parce que souvenez-vous, les M23 ont tué plus de 10 000 personnes en un jour à Goma. Sur leur passage, ces mouvements de rebelles causent des milliers de morts. Donc, c'est une vraie menace contre l'intégrité du territoire parce que des pans entiers du territoire national sont passés aux mains de l'ennemi.
Mais l'article 83 dit le président de la République est le commandant suprême des forces armées. Il préside les conseils supérieurs de la défense. Donc, voici l'un des mécanismes ou bien l'organe qui devait jouer un rôle important dans la situation à laquelle nous faisons face. C'est le Conseil supérieur de la défense. Mais ces conseils, pour des raisons que nous connaissons tous, manque d'organisation de notre armée, corruption généralisée, manque de discipline, détournement de la solde des soldats, détournement aussi des fonds destinés à l'achat des équipements militaires modernes. Donc, pour ces raisons que j'ai évoquées, les conseils supérieurs de la défense est quasiment inexistant face à la menace du M23. Et un autre article important, c'est l'article 93 ou bien 93. Il dit, le ministre est responsable de son département. Il applique le programme gouvernemental dans son ministère et sous la direction et la coordination du Premier ministre. Puisqu'il s'agit de la défense nationale, la chute de Goma et dans la suite, la ville de Bukavu et maintenant Walikale, et vous suivez bien plus que moi l'évolution de la situation. Donc, cette situation appelle automatiquement à la démission du ministre de la Défense parce que c'est lui le patron de la défense en République démocratique du Congo. Il devait naturellement démissionner. Et c'est là que j'ai voulu que nous puissions faire cette analyse parce que c'est là le rôle du Parlement. Le Parlement a le rôle notamment de légiférer, mais aussi et surtout de contrôler l'action du gouvernement. Le gouvernement, ça veut dire les membres du gouvernement, donc les ministres. Mais si Goma est tombé, ça suppose que notre politique de défense a failli. Ils ne font pas récompenser l'équipe qui échoue. Il faut chasser ceux qui sont à la base de l'échec. Mais on n'a pas fait cela. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend pour le faire. Et dans la foulée, on convoque des concertations nationales. Il faut commencer par respecter la Constitution. Lorsque notre politique de défense nationale a échoué, il faut mettre en jeu la responsabilité du ministère de la Défense au Parlement. Effectivement, ça va être par une motion de censure. Il faut censurer ces corps. Mais puisqu'il s'agit des pans entiers du territoire qui sont passés aux mains de l'ennemi, je considère que ce gouvernement est démissionnaire. C'est là que le Parlement, les députés, les sénateurs, qui sont votés et qui prennent des monuments exorbitants, devaient jouer le rôle qui est le leur. Procéder par une motion de défiance vis-à-vis de ce gouvernement. Et encore une fois, on n'est pas dans le principe. Au lieu d'utiliser les mécanismes traditionnels qui sont prévus dans la Constitution, mécanismes qui sont utilisés dans des pays démocratiques, on préfère aller outre la Constitution et on va convoquer des concertations. Donc, voilà un peu, mesdames et messieurs, je pense que ces concertations ne trouvent pas d'assises dans la Constitution de la République démocratique du Congo. Ces consultations sont inutiles. C'est une dépense de trop d'ailleurs, parce que c'est un travail qui devait être fait par le Parlement. Le Parlement devait convoquer l'homme de la défense, l'écouter, qu'il présente aux représentants du peuple pourquoi et comment Goma est tombé. Et selon des explications qu'il aura fournies,
les parlementaires vont décider s'il faut qu'on le fasse partir lui seul ou alors on va procéder par la défiance de tous les gouvernements. Mais on n'a pas fait cela. Moi, je préfère que nous puissions, que les débats politiques au Congo puissent se faire dans le principe. Au lieu de faire ce qui est convenu dans la Constitution, on passe dans des consultations, des concertations, des dialogues intercongolais, des redialogues, des négociations, de pourparlers. Ces pourparlers peuvent toujours être organisés, mais ils n'ont pas pour vocation d'aboutir à la formation d'un gouvernement. Puisque la majorité au Parlement a déjà été identifiée, vous n'avez plus besoin d'une concertation pour quoi que ce soit. Et les concertations, quel est le message nouveau qui va sortir de ces concertations que nous ne connaissons pas? Nous connaissons que ce gouvernement de la République est caractérisé par les détournements à grande échelle et l'incompétence notoire. Et ces deux raisons font que pendant 6 ans, nous n'avons pas su réorganiser notre armée. Je sais que 6 ans, ce n'est pas beaucoup, mais dans 6 ans, on aurait ne serait-ce que posé les jalons ou les fondements d'une armée moderne. On ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que tout le monde voulait toujours les généraux impliqués dans les détournements, les conseillers spéciaux à la présidence impliqués dans les détournements, les ministres, tout le monde est impliqué dans les détournements. Et nous en sommes là où nous en sommes. Mais il n'est jamais tard. Revenons dans le principe. Utilisons les outils publics qui sont reconnus dans la Constitution. Ce gouvernement est démissionnaire. Le Parlement doit faire son travail parce que le président de la République a un mandat de 5 ans. Bien que je ne sois pas très satisfait de sa gestion, mais en tant qu'homme de principe, nous devons respecter son mandat de 5 ans, qu'il aille jusqu'au terme. Donc, en résumé, mesdames et messieurs, vous qui me regardez, ça c'est mon point de vue sur cette question. Du moins au regard des articles que je vous ai cités de la Constitution. Maintenant, sur le plan politique, c'est autre chose, parce que ces consultations sont aussi critiquées, parce que, de un, elles vont servir à quoi? Quel est le message nouveau que ceux qui dirigent le Congo ne connaissent pas par rapport à la réalité du pays? Et puis, c'est un gouvernement, c'était des consultations où les critiques disent notamment l'union sacrée consulte l'union sacrée pour créer un gouvernement d'union sacrée. Mais nous avons déjà un gouvernement d'union sacrée. Alors, ce gouvernement que nous aurons, qui va sortir de ces consultations, ça sera un gouvernement d'union sainte, peut-être parce que nous avons une union sacrée. Maintenant, il faut passer à l'union sainte ou à l'union sacralisante. Non, il n'est pas préférable que nous puissions jouer sur les mots. Il y a des personnes qui ont perdu des membres de famille, il y a des personnes qui sont déplacées, il y a des personnes qui sont mortes. Il faut agir dans l'urgence. Ces concertations, elles sont inutiles, elles sont une perte de temps, elles sont inconstitutionnelles et ne vont pas résoudre le problème auquel nous faisons face. Parce que ces consultations ont pour objet politique de débaucher certains membres de l'opposition pour renforcer le pouvoir du président Félix Tshisekedi. Voilà mon point de vue. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir. Bye.